Or, il y a un dispositif de sexualité que Foucault expose dans La volonté de savoir, et c'est un dispositif qui, comme vous le savez, comporte justement ce fameux passage de la sexualité qui est régie par les lois, en particulier par les lois de familiarité, de filiation. La sexualité qui se règle comme un échange, au fond dans le prolongement de l'échange des femmes, l'échange des biens, qui se règle comme un échange entre familles, a une sexualité qui est une sexualité centrée sur exclusivement des relations matrimoniales, des relations et même des relations de couple. C'est au XVIIIe siècle. Je ne commande pas ici Foucault, mais je m'appuie uniquement sur cette indication. Il y a une modification dans la sexualité moderne qui fait passer la sexualité de cette notion de l'échange entre des familles, du domaine de la filiation, de la procréation même, à l'exclusive relation entre des couples, qui comportent également la pédagogisation sexuelle de l'enfant, etc., la psychiatrisation du pervers. Donc il y a effectivement tout un dispositif qui à un certain moment va paraître naturel dans l'appréhension que nous avons directement des problèmes de sexualité considérés comme éternels et naturels. Elle correspond à une certaine forme de pulsion, mais enfin c'est une pulsion qui elle-même est profondément structurée dans ce dispositif. Entre parenthèses, la psychanalyse y intervient, mais la psychanalyse a peut-être le tort d'avoir fixé d'une façon unilatérale un certain type de sexualité comme étant la sexualité en soi. Foucault met cela en perspective qui est historique. Et je situais, j'étais pour en venir là, je situais essentiellement dans cet article, je ne veux pas être long, donc je m'en tiens uniquement à cela, la position de Kant, qui a traité de ce problème dans la métaphysique des mœurs. Il y a de Kant, autour de ce problème des mœurs, essentiellement deux écrits qui sont connus. Le premier est plus connu que l'autre, qui s'appelle Introduction à la métaphysique des mœurs. C'est celui que l'on étudie généralement en classe de philosophie. Mais il y a un traité beaucoup plus grand qui s'appelle La métaphysique des mœurs, et dans lequel il entre dans le détail de certaines questions qui ne sont pas abordées dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Donc c'est celui-là dont je parle, et qui se prolonge également par une métaphysique du droit, etc. Dans cette métaphysique des mœurs, il étudie le mariage, et il aborde le mariage sous une forme très intéressante et nouvelle, c'est-à-dire le mariage n'a rien à voir avec la procréation. D'ailleurs, l'Église elle-même aussi, auquel on attribue le fait d'avoir relié le mariage à la procréation, l'Église chrétienne, tout au moins, a très nettement distingué la notion de mariage de la notion de procréation. Mais généralement, on considère malgré tout que le mariage se conclut dans la procréation et est fait pour la procréation. Non, en soi, le mariage ne consiste pas en cela. Ce n'est pas du tout en vue de la procréation, c'est un contrat qui est passé entre deux personnes. Le contrat, j'avais placé ça par conséquent sous le titre de Le contrat de mariage. Kant, dans cette analyse du contrat de mariage, ne fait que sanctionner tout un mouvement d'évolution des mœurs qui a lieu au XVIIIe siècle, en particulier chez les philosophes du XVIIIe siècle, que ce soit Diderot, Rétif de la Bretonne, Diderot, Rousseau, Voltaire, etc., qui ont pris position
de façon ou d'autre, plus ou moins théorisée ou non, ironique, contre les mœurs anciennes qui étaient déjà, ce mouvement commençait d'ailleurs avec les critiques de la comédie de Molière contre contre les mariages qui étaient pour convenance familiale. Tous ces mariages pour convenance familiale, au XVIIe, au XVIIIe siècle, se sont orientés vers une théorie, ou au moins une position dans les mœurs modernes qui était de limiter la sexualité, le droit de sexualité à une relation consentie à l'intérieur du couple. Et c'est ce que fait Kant en lui donnant une forme qui est la forme qui est celle générale de sa philosophie, c'est-à-dire comment arriver à insérer dans une sorte de déduction a priori, de système rationnel, ce qui est un contrat qui est passé entre les individus. Pourquoi? Pour la jouissance. Et qu'est-ce que veut dire la jouissance? C'est la remise l'un à l'autre réciproquement de la possession du droit de posséder l'usage de ses organes sexuels. C'est-à-dire que chacun s'engage dans la possession de l'usage des organes sexuels de l'autre partie. Quel est le problème? J'écrivais, je regarde ce que j'écrivais parce que je m'en souviens plus de façon très précise, celui de la possession, entendu au sens sexuel, physique et psychique, réunis. Comment puis-je posséder une autre personne? Comment, moi qui suis une personne, puis-je me laisser posséder? C'est-à-dire, c'est ça, la possession des organes. Les organes sexuels sont des choses, en quelque sorte. Le corps est relativement à la personne une chose. On dit j'ai un corps, j'ai ou possède des organes sexuels. Comment puis-je en remettre la possession à autrui comme c'est un objet? Mais Kant ne joue pas sur les mots. La possession sexuelle n'est pas une métaphore, elle relève bien de la classe générale de la possession, de l'avoir quelque chose. Comment une personne peut-elle se faire chose et se laisser avoir? Voilà, au fond, quel est le problème que Kant pose à propos de la légitimité du mariage, à partir de quel engagement. Et alors, il tranche la résolution de ce problème est résolue dans un passage de la métaphysique des mœurs qui s'appelle du droit conjugal, où Kant présente le commerce sexuel, commercium sexuale. Il utilise beaucoup le latin de façon à voiler un petit peu la crudité un petit peu de ce qu'il dit. C'est l'usage mutuel des organes et des facultés sexuelles d'un individu de sexe différent. Je le prononce à la française parce que j'aime pas prononcer le latin comment on le prononce, je le prononce à la manière ancienne, usus membrorum et facultatum sexualum alternus. Il peut avoir selon la nature animale, il peut exister selon la nature animale, il appelle ça vaga libido ou Venus vaga, fornication ou suivant la loi. Alors, suivant la loi, ça demande la création d'un concept, c'est là où je voulais en venir, pour exprimer comment la légalisation de ce commerce est
est possible, c'est que l'on introduit un concept nouveau, c'est-à-dire ce qu'il appelle un droit réel, personnel. En allemand, ça s'écrit auf dingliche Art, persönliches Recht. Je suis obligé de l'écrire, c'est-à-dire qu'à un certain moment, dans cet acte, il faut que l'individu, que la personne individuelle se fasse chose et qui est la création d'une quasi-chausalité, si vous voulez, de la chose. C'est-à-dire, c'est une manière, alors c'est idéal. C'est-à-dire, c'est un droit personnel, puisque c'est un accord ou un contrat qui est placé entre deux personnes qui sont morales, mais qui est fait sur un mode causal, ou qu'il appelle réel, la possession. Je cite d'ailleurs ce qu'il écrit, la possession d'une chose qui est en même temps une personne. Et même il précise d'une façon plus précise qu'à un certain moment, c'est le membre lui-même, c'est-à-dire celui qui devient le représentant même de la personne. C'est un peu ce passage que Foucault mentionne dans La volonté de savoir, qu'il a repris plusieurs fois, qui est un peu énigmatique, où il dit assez souvent, le XVIIIe siècle a inventé la sexualité, c'est-à-dire qu'au XVIIIe, à travers tous les différents textes, que ce soit des textes sérieux ou des textes amusants, comme par exemple les bijoux indiscrets de Diderot, il y a l'invention de la sexualité, du plaisir sexuel, détaché de la procréation, détaché de la filiation, détaché de l'échange des femmes, de la quasi-vente des femmes. Il y a quelque chose qui est effectivement une sexualité débordante qui est apparue au XVIIIe siècle. Et le siècle ultérieur, le XIXe, a inventé le sexe entre des couples, qui comporte également la pédagogisation sexuelle de l'enfant, etc., la psychiatrisation du pervers. Donc il y a effectivement tout un dispositif qui à un certain moment va paraître naturel dans l'appréhension que nous avons directement des problèmes de sexualité considérés comme éternels et la filiation, la sexualité qui se règle comme un échange, au fond dans le prolongement de l'échange des femmes, l'échange des biens, qui se règle comme un échange entre familles, à une sexualité qui est une sexualité centrée sur exclusivement des relations matrimoniales, des relations et même des relations de couple. Or, il y a un dispositif de sexualité que Foucault expose dans La volonté de savoir, et c'est un dispositif qui, comme vous le savez, comporte justement ce fameux passage de la sexualité qui est régie par les lois, en particulier par les lois de familiarité, de culturelle. Elle correspond à une certaine forme de pulsion, mais enfin c'est une pulsion qui elle-même est profondément structurée dans ce dispositif. Entre parenthèses, la psychanalyse y intervient, mais la psychanalyse a peut-être le tort d'avoir fixé d'une façon unilatérale un certain type de sexualité comme étant la sexualité en soi. Foucault met cela en perspective qui est 18e siècle. Je ne commande pas ici Foucault, mais je m'appuie uniquement sur cette indication. Il y a une modification dans la sexualité moderne qui fait passer
la sexualité, de cette notion de l'échange entre des familles, du domaine de la filiation, de la procréation même, à l'exclusive relation